Les comédiens vont s'installer l'un après l'autre dans cet équipage et lisons les textes de Gérard de Nerval. Le hasard a joué un si grand rôle dans ma vie que je ne m'étonne pas en songeant à la façon singulière dont il a présidé ma naissance. C'est, dira-t-on, l'histoire de tout le monde, mais tout le monde n'a pas l'occasion de raconter son histoire. Et si chacun le faisait, il n'y aurait pas grand mal. L'expérience de chacun est un trésor de tous. Un jour, un cheval s'échappa d'une pelouse verte qui bordait l'Aisne et disparut bientôt entre les haillers. Il gagna la région sombre des arbres et se perdit dans la forêt de Compiègne. Cela se passait en 1770. Ce n'est pas un accident rare qu'un cheval échappe à travers une forêt. Et cependant, je n'ai guère d'autres titres à l'existence. Avant l'aube, et me promenais sur les collines voisines de Paris, me faisant déjeuner du pain et de la crème dans les fermes ou les laiteries. Je m'étais rendu très fort sur la danse. Un mulâtre, nommé Major, m'enseignait à la fois les premiers éléments de cet art et ceux de la musique, pendant qu'un peintre de portrait, nommé Mignard, me donnait des leçons de dessin. Mademoiselle Nouvelle était l'étoile de notre salle de danse. Je rencontrai un rival dans un joli garçon nommé Provost. Ce fut lui qui m'enseigna l'art dramatique. Nous représentions ensemble des petites comédies qu'il improvisait avec esprit. Mademoiselle Nouvelle était naturellement notre actrice principale et tenait une balance si exacte entre nous deux que nous soupirions sans espoir. Son héros, captif lui-même au sein d'un vaste empire, voulut réunir dans le champ de mai l'élite de ses héros fidèles. Je vis ce spectacle sublime dans la loge des généraux. On distribuait au régiment des étendards ornés d'aigles d'or, confiés désormais à la fidélité de tous. La pension que j'habitais avait un voisinage de jeunes brodeuses. L'une d'elles, qu'on appelait la créole, fut l'objet de mes premiers vers d'amour. Son œil sévère, la sereine placidité de son profil grec, me réconciliait avec la froide unité des études. C'est pour elle que je composais les traductions versifiées de l'Ode d'Horace à Pindariis et d'une mélodie de Byron, dont je traduisais ainsi le refrain. Celle-ci s'entendit avec la servante de mon père pour nous procurer une entrevue. On me fit descendre en secret dans une chambre où la figure d'Héloïse était représentée par un vaste tableau. Dans des instants de fièvre ou de mélancolie, peu importe. Il en a déjà dispersé quelques-unes et je n'ai pas le courage de les réécrire. En fait, de mémoire, on ne sait jamais si le public s'en soucie. Et cependant, je suis du nombre des écrivains dont la vie tient intimement aux ouvrages qui les ont fait connaître. Eh bien, on attaque le chapitre Chantilly. Voici les deux tours de Saint-Leu. Le village sur la hauteur, séparé par le chemin de fer de la partie qui borde l'Oise. On monte vers Chantilly en côtoyant de hautes collines de grès d'un aspect solennel. Puis c'est un bout de la forêt. La nonnette brille dans les prés bordant les dernières maisons de la ville. La nonnette, une des chères petites rivières où j'ai pêché des écrevisses. De l'autre côté de la forêt coule sa sœur, la terre, où je me suis presque noyé pour n'avoir pas voulu paraître poltron devant la petite Sélénie, dont Laurent vous parlait tout à l'heure. Quelques-uns sont devenus des maîtres et ont pris l'aspect vénérable des vieux seigneurs qu'ils ont servis. Gérard de Nerval. Il parle de l'endroit où vous êtes actuellement, vous êtes en train de marcher. Très bien. De Chantilly, de Senlis. Chantilly, justement, est comme une longue rue de Versailles.